cette transformation et qu'est-ce qui t'a aidé concrètement à devenir pas seulement un manager, mais un bon manager. Du coup, pour ça, on a prévu aujourd'hui de parler ensemble de 3 sujets qui reviennent souvent dans les questions et les demandes de nos clients, qui sont d'abord la crédibilité. Comment est-ce que je fais pour asseoir ma crédibilité en tant que jeune ou nouveau manager, la posture managériale, quelle posture adopter, et puis la motivation, comme je le disais en introduction. Gros sujet. Gros sujet. Du coup, est-ce que tu veux bien commencer par nous expliquer quelles sont les grandes composantes de la crédibilité managériale? Ouais, aujourd'hui, alors ce qu'on observe beaucoup dans un modèle, je dirais, plus traditionnel, celui qu'on connaît un petit peu tous, c'est d'abord ce qui va être le titre. C'est-à-dire qu'on va reconnaître un manager par le titre. Directeur d'une business unit, enfin voilà, c'est vraiment juste le titre. Ensuite, ça va être son expérience ou son expertise. Souvent, vous avez dû entendre autour de vous, peut-être que vous l'avez même déjà dit vous-même, c'est voilà, moi j'ai besoin que mon manager il sache faire mon boulot et qu'en plus, il sache faire son travail à lui. D'accord ? Et puis, enfin, seulement vient en dernier le charisme / les valeurs. Okay. Donc ça, comme je disais, c'est plutôt un modèle traditionnel. D'accord. Aujourd'hui, avec les nouvelles générations, et puis je dirais surtout avec tous les changements qu'ont provoqué le Covid ou tous ces fameux phénomènes dont parlait Chimène au départ, en fait, cette lecture, je dirais, va s'inverser. Aujourd'hui, ce qu'on va rechercher avant tout chez un manager, c'est plutôt son savoir-être, c'est-à-dire ses valeurs. Donc, qui il est, quel message il veut faire porter, ce qu'il représente, ce qu'il incarne. Donc, si je comprends bien, ce que tu es en train de nous dire, c'est que traditionnellement, on a 3 composantes à la crédibilité managériale, que sont 1, le titre, dans le modèle traditionnel, 1, le titre, 2, l'expertise et 3, le savoir-être, et qu'aujourd'hui, finalement, il y a une inversion dans la priorisation ou la manière dont sont perçues ces qualités d'un bon manager pour aller plutôt vers le savoir-être. Exactement. Exactement. Et les nouveaux managers, donc du coup les personnes aujourd'hui, vont attendre de leur manager qu'ils aient ce savoir-être-là. C'est une question qu'on pose souvent en formation et on entend ces réponses-là qui sont j'ai besoin que mon manager il sache m'écouter, il sache prendre ses responsabilités, il sache communiquer, m'aider à grandir. Okay. Tout ça, c'est du savoir-être. D'accord. Donc la légitimité, finalement, n'est plus simplement une question hiérarchique. Oui, exactement. Alors, j'en profite pour faire une aparté. Si vous avez des questions, avec Vincent, on sera ravis de pouvoir y répondre. On a un petit temps à la fin dédié pour ça, mais on sera aussi... voilà, n'hésitez pas à les partager au fur et à mesure, et si on peut y répondre, on le fera. On voit déjà tous vos encouragements et vos bonjours, et donc on est ravis de vous accueillir pour ceux qui nous rejoignent aussi seulement maintenant. On a notre équipe de l'ombre qui travaille dur pendant que vous nous écoutez. Donc, tu nous as parlé donc, des différentes composantes de la crédibilité managériale. Maintenant, si on rentre dans un cas concret, ce que je vous propose, on va faire un petit travail ensemble, une petite étude de cas. Vous êtes donc jeune manager et vous avez une équipe de plusieurs personnes. Parmi elles, vous avez Émilie, qui est donc un membre de l'équipe, et chaque matin, vous organisez un point d'avancement d'une dizaine de minutes avec tous les membres pour savoir où on en est. Ok ? Donc, ce qu'on va vous demander, on va faire un petit sondage. Le problème que vous rencontrez, c'est que depuis plusieurs jours, Émilie passe les 3/4 de la réunion, c'est-à-dire à peu près tous les moments hors son temps de parole, à être sur son téléphone portable. Yes. Donc ça vous gêne, ça vous agace, et on vous propose donc un sondage avec 3 options, 3 possibilités d'action. Donc si vous vous placez à la place du manager, d'accord, et que vous avez cette Émilie dans votre équipe, pardon pour les Émilies qui nous regardent, du coup on vous propose 3 choix, 3 postures, je dirais, à adopter. Donc la première, vous voyez, c'est durant la prochaine réunion. Donc, c'est-à-dire que vous allez lui dire devant les autres, texto, que vous ne voulez pas qu'elle reste sur son téléphone. Okay. La deuxième serait plutôt la prendre à part en individuel, donc après la réunion, pour lui exprimer finalement vos besoins. Okay. Oui. Et puis la troisième, ça serait vous dire, je vais laisser l'équipe gérer. C'est-à-dire qu'après tout, elle fait partie d'une équipe, et puis c'est l'équipe, si ça la gêne, qui va communiquer avec Émilie pour lui demander de changer. Ok.
Voilà, donc vous avez un sondage qui est en cours, vous pouvez répondre. On voit qu'il y a déjà 12 personnes, 13 personnes qui ont répondu, donc ça évolue. On vous laisse quelques instants. Pour l'instant, les résultats sont pas mal polarisés. À 100% même polarisés. On ne dit pas encore sur quelle réponse, je ne sais pas si vous voyez. Ok, donc on voit les réponses qui continuent d'avancer. Ça, c'est une situation qu'on rencontre fréquemment en stage. C'est des situations que j'ai souvent en formation, effectivement, ça, ou les retards le matin, ou les gens qui prennent trop de pauses. Voilà, ça va être des choses, en fait, du quotidien, assez basiques, mais finalement, avec lesquelles on a du mal à aller faire la critique constructive à la personne pour faire changer son comportement. Ouais. Notamment si Émilie est en fait une ancienne collègue. Oui, ce qui arrive souvent aussi, effectivement. Voilà. Ouais. Ou éventuellement une collègue plus âgée que vous, c'est quelque chose qui intimide pas mal. Complètement. Ok. Donc là, on voit qu'on a quelques réponses complémentaires. Ok. Alors, on voit qu'on a 5% des gens qui nous disent qu'ils feraient une remarque directement pendant la réunion si le comportement se reproduit. Et puis, on a, un peu moins maintenant, 93% des gens qui souhaitent l'apprendre à part pour faire un entretien en duo. Et puis, aussi quelques personnes qui proposent de laisser le groupe s'en charger et de ne pas intervenir. Qu'est-ce que toi, ces résultats, qu'est-ce qui t'évoque ? Alors, la réponse A, disons que ça comporte des risques. C'est-à-dire que si vous êtes mal outillé ou mal, voilà, vous n'avez pas encore la bonne posture, vous allez avoir le risque finalement de, à la fois de démotiver Émilie parce que vous allez entre guillemets mal lui faire la remarque, et puis surtout de la décrédibiliser aux yeux de toute l'équipe. D'accord ? Donc ça comporte des risques. Donc ça peut, je dirais pourquoi pas, mais il faut être bien formé. Oui. La réponse C, celle de où vous dites voilà, je vais laisser l'équipe gérer. Là, vous êtes juste en train de fuir votre responsabilité de manager en faisant ça, en vous disant après tout, c'est l'équipe qui va gérer, ça se passe bien comme ça, je vais faire l'autruche, okay, mais c'est pas quelque chose qu'on va vouloir. Okay. La responsabilité du manager, c'est la sienne, c'est vraiment de gérer ce genre de comportement ou de gérer les conflits, d'accord ? On ne fuit pas ce genre de responsabilité. Et donc, c'est plutôt la réponse B qui va nous intéresser effectivement. On va se voir en individuel à part et puis on va essayer de faire changer le comportement d'Émilie au travers de certains moyens de communication. Ok, certains moyens de communication. Et finalement, c'est là que ça devient délicat parce que une fois qu'on a choisi de se mettre en aparté et de faire un entretien, c'est que la moitié du travail finalement qui est fait. Il faut réussir à bien communiquer son message, j'imagine. Ouais, pour provoquer le changement finalement. Voilà. Et on dit souvent, alors moi j'entends souvent en tout cas, en communication, il y a régulièrement une différence entre ce que je veux dire et ce qui est reçu comme message. Complètement, ouais. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Comment je fais pour bien faire passer mon message lors de cet entretien ? Alors là, on peut voir deux choses qui vont être utilisables directement au sortir de ce webinaire, je dirais. Donc la première, ça va être ce qu'on appelle la CNV. Donc peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler, c'est la communication non violente. Donc ça va être une manière de s'adresser à quelqu'un pour formuler un besoin, formuler une demande pour la faire changer. Et puis il y en aura une deuxième aussi qu'on va explorer un peu plus tard, qui est un peu plus chère à mon cœur, qui est la posture de manager-coach. Ok, très bien. Donc deux outils que toi tu recommandes. Dans le chat, je vois que il y a des gens qui nous font la remarque, Patricia, sur le fait que la crédibilité a à voir avec la légitimité. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu valides, que tu observes aussi ? C'est surtout, la légitimité, c'est plutôt, vous avez peut-être entendu parler du syndrome de l'imposteur. Okay, il y a beaucoup de managers qui vont être catapultés au poste justement de manager alors qu'ils n'ont pas été accompagnés pour ça et qui du coup vont eux-mêmes remettre en question leur légitimité en disant est-ce que je suis vraiment légitime à ce poste ? Donc c'est plutôt de moi vis-à-vis de moi-même. D'accord. Là où la crédibilité, c'est ce que les autres vont accorder comme crédit à la posture qu'on a. D'accord. Et c'est là qu'il faut avoir la bonne posture et puis aussi quelques instruments. Plus d'un tour dans son sac. C'est ça. Ok, on avait aussi une suggestion, avant même de parler de ces outils concrètement, qui est de formuler une règle générale, pas de téléphone pendant les réunions. Mais je pense que tes outils vont être utiles. Exactement, c'est quelque chose qu'on va reprendre avec la CNV dans notre étude de cas. Très bonne suggestion. Ok, très bien. Donc, et je finis là-dessus, on avait la remarque de Jean-Christophe sur le fait de demander gentiment qu'on ne se serve pas de la réunion.
Ouais. Et donc, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait de demander gentiment avec la CNV. Est-ce que c'est un peu ça qu'on va chercher à faire? Ouais, c'est exactement ça. L'intention, c'est ça. Hein, si je m'adresse à Jean-Christophe, c'est exactement ce qu'on va vouloir dans l'intention et ce qu'on va voir, c'est le comment. D'accord. Et d'ailleurs, il y avait la fin de sa remarque qui était pertinente, je pense, qui est de dire c'est peut-être un moyen de prendre des notes. Oui, tout à fait. Tu y reviendras. Ouais, on va revenir dessus. Oui. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est la CNV et comment est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent l'utiliser peut-être? Dans la communication non violente, on va avoir un modèle pour formuler du coup son discours et formuler des remarques qui s'appelle l'OSBD. Donc observation, sentiment, besoin et demande. Observation, sentiment, besoin, demande. Donc si on commence par le O, c'est-à-dire toi en tant que manager, si moi je joue le rôle du manager et que tu joues le rôle, tu vas jouer le rôle du manager aussi avec moi, c'est si tu devais formuler une remarque sur une observation, donc sans jugement, sans sentiment, sans rien. Qu'est-ce que tu vois factuellement? Donc là, je suis manager. Tu t'adresses à Émilie. Émilie. Et je m'adresse à Émilie. Voilà. Ok, très bien. Donc moi, ce que j'observe, Émilie, c'est que depuis quelques jours, tu passes l'essentiel de ton temps de réunion sur ton téléphone. Super. Donc effectivement, c'est une très bonne formulation des faits. Généralement, ce qu'on dit dans la CNV, c'est qu'on va essayer de minimiser au maximum les tu, d'accord, pour pas que la personne se sente accusée ou jugée avant même qu'on formule la demande. Et des fois, on ne peut pas y échapper. Hein. Dans ce cas-là, ça va très bien. Donc, super pour l'observation. Ensuite, le sentiment. Donc, qu'est-ce que toi, ça te fait ressentir quand tu vois ça, quand tu vois Émilie sur son téléphone? Moi, ça m'agace. Ok. Toi, ça t'agace. Super. Donc, si tu reprends la formulation depuis le départ, ça donne quoi? Ok, donc depuis quelques jours, j'ai l'impression, j'observe que tu passes l'essentiel de ton temps en réunion sur ton téléphone. C'est quelque chose qui m'agace. Super, très bien. Donc du coup là, on arrive au besoin, donc le B. Le besoin, c'est de quoi tu as besoin toi dans l'instant T quand tu vois ça? Et ben moi, j'ai besoin de savoir que tous les membres de l'équipe s'écoutent les uns les autres pour tirer parti de l'expérience de chacun. Et puis de savoir qu'aussi on avance en tant qu'équipe solidaire vers un objectif commun. Super, donc là on voit bien, donc déjà il y a une valeur forte qui ressort de la posture de ta posture de manager, c'est la solidarité. Donc tu as à cœur que ton équipe soit solidaire. Okay. Maintenant on va différencier besoin et demande, donc c'est pas la même chose. Hein. Donc là ce que tu as besoin c'est ça, c'est d'avoir une équipe solidaire. Et quelle demande tu vas formuler maintenant à Émilie? Moi ma demande ce serait qu'elle laisse son téléphone de côté, en tout cas pendant les 10 minutes de réunion le matin. Donc tu lui dirais comme ça? Donc je dirais... peux-tu, pendant l'ensemble de la réunion, laisser ton téléphone de côté? Ok. Donc ça peut être un choix, effectivement, de formuler une demande directe comme ça, parce que c'est ce que tu lui demandes. Il y a aussi un choix que parfois on peut privilégier, c'est comme on est dans une relation de manager-manager, on va essayer de co-construire une solution en posant une question ouverte. Donc plutôt que de lui dire, est-ce que tu peux laisser ton téléphone sur ton bureau? Qu'est-ce qu'on pourrait lui poser comme question? Ok, donc je souhaite lui poser une question pour arriver à un exercice, enfin une résolution commune. C'est ça. Ici, ça pourrait être que peut-on mettre en place pour que tu sois à 100% concentré pendant la réunion. Exactement. C'est exactement ça. Donc là, on voit avec toute la formulation, le fait de livrer son émotion, d'expliquer son besoin, ça va créer de l'empathie chez Émilie. Ça veut dire qu'elle va se mettre à ta place et qu'elle va essayer de comprendre, elle va dire, ok, en fait, ce que je fais, ça a une incidence sur mon manager et du coup, voilà, ça va initier la discussion entre vous. D'accord. Et alors, on a une remarque, tu vois, sur un membre de l'équipe qui refuse la légitimité. Concrètement, qu'est-ce que je fais si Émilie, elle est dans une posture, tu vois, qu'elle se braque, quoi? Alors, on arrive du coup à la deuxième posture, c'est celle du manager coach, c'est-à-dire que si elle se braque, on va aller comprendre pourquoi. Donc, il faut faire l'effort en tant que manager de se dire et pas se braquer, justement, nous aussi. On peut se sentir attaqué et blessé quand on a ce genre de manager qui se comporte comme ça avec nous, et inversement, ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, l'idée, c'est de se mettre dans une posture de coach et de se dire, OK, il y a une règle en développement personnel qui dit que chaque comportement a une intention positive. Par exemple, si je reprends la remarque de Jean-Christophe tout à l'heure, qui disait, oui, si elle est sur son téléphone, peut-être que c'est qu'elle prend des notes, ou peut-être que c'est qu'elle a peur de prendre la parole.
D'accord. Et donc, on va aller questionner la personne, c'est de créer l'espace pour pouvoir discuter avec cette personne et de dire, OK, je vois que en ce moment, il y a des soucis, peut-être pas présenté comme ça, mais je vois que, en tout cas, j'ai le sentiment que tu remets en question un peu ma légitimité. Donc, du coup, j'aimerais comprendre ce qui se passe pour toi, qu'est-ce qui est en train de se jouer. D'accord. Donc là, en fait, finalement, tu viens de réutiliser la CNV comme on vient de le voir, en formulant un constat, ton ressenti, et puis ton besoin, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, et une question. C'est ça. Ok, donc je commence à mieux comprendre. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Moi, si je suis toujours la manager d'Émilie, quand je deviens manager coach, je vais donc lui poser des questions dès le début, c'est ça? C'est ça. Donc, on sort du point, plutôt que d'aller directement utiliser la CNV en lui disant, et en essayant de formuler besoin-demande, c'est plutôt la questionner. Donc, c'est la mettre en responsabilité et essayer de comprendre quelle est sa vision du monde. On parle de vision du monde en développement personnel, donc elle a certainement une vision du monde qui fait qu'elle a une bonne raison d'utiliser son téléphone. D'accord. Et puis toi, dans ta vision du monde de manager, justement, tu ne comprends pas. Dans ta vision, on n'utilise pas de téléphone pendant les réunions. Donc, mettons que je sois Émilie cette fois-ci et que je suis une manager. Qu'est-ce que ça pourrait donner pour lancer l'entretien qu'on visualise bien? Alors, on commence pareil, comme la CNV. Donc voilà, Émilie, j'ai pu observer que pendant les réunions, tu passes énormément de temps sur ton téléphone. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Quelle est la raison qui explique que tu utilises ton téléphone? Déjà, c'est que depuis quelques jours. Et en fait, en ce moment, il y a énormément de demandes qui arrivent, et donc je ne peux pas me permettre de louper une urgence et de ne pas répondre directement à une demande de l'équipe projet. Ok, super. Donc là, vous voyez, dans ma posture, je ne suis pas en train d'accuser Émilie. Je suis vraiment en train d'essayer de comprendre avec bienveillance et pour trouver une solution ce qui est en train de se jouer pour toi. Ok, donc j'entends que finalement, Émilie, tu es inquiète quand tu viens en réunion parce que tu es surchargée de travail et du coup, tu as besoin de checker tes mails ou tu as besoin d'être attentive aux clients et donc tu passes du temps sur ton téléphone. C'est bien ça? Oui, exactement. Ok, donc je reformule. Je reformule pour être sûr d'avoir bien compris et qu'on parte bien sur la même chose. Ok, donc du coup là, ce qui est remis en question, c'est plutôt moi, mon rôle de manager. C'est pas... Donc l'intention d'Émilie, elle est positive, c'est celle de faire son travail parce qu'elle est surchargée, et du coup, c'est à moi de trouver une solution, ou c'est à nous. Donc je te pose une question pareille en te disant, ok, j'entends, donc je reformule. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi, ou qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution pour que tu puisses finalement ne pas utiliser ton téléphone pendant les points? L'idéal, et d'ailleurs, c'est pas seulement vrai pour toutes les réunions, mais aussi pour les autres moments, c'est qu'on soit deux pour traiter ces demandes. Comme ça, l'une peut faire une pause et l'autre être toujours en train de répondre. Ok. Très bien. Écoute, j'ai entendu ton besoin. Donc, ce que je te propose, qu'on peut essayer, par exemple, pendant une semaine ou deux, c'est que je vais mettre une personne à ta place pendant les 10 minutes de réunion rituelle du matin, et puis on voit ce que ça donne et on fait évoluer ça au fur et à mesure. Ok. Et on conclut là-dessus. D'accord. Donc là, ce qu'on voit, c'est finalement que d'une part, alors il y a une remarque qui dit ne pas être dans le jugement, c'est que donc tu n'es pas dans le jugement par rapport à la CNV, tu es déjà en questionnement, et la CNV, elle vient finalement s'intégrer comme une manière de formuler dans cette démarche, c'est bien ça? C'est ça, la CNV, elle est au service de la posture de coach. C'est un outil qu'on va employer. D'accord, ok. Alors, on va prendre quelques remarques parce que je vois qu'il y a plein de questions dans le chat. Merci à tous pour vos remarques et vos questions. Donc, on avait la question de Valérie, donc on ne demande pas pourquoi elle fait ça, si elle s'ennuie, si elle trouve ça bête. Alors, finalement, je pense que tu as répondu à cette question en disant dans la posture de manager coach, finalement, on va essayer de questionner, mais peut-être plutôt en question ouverte. Oui, c'est ça. C'est quand je dis qu'est-ce qui fait que tu utilises ton téléphone pendant les réunions, c'est un peu le pourquoi. C'est qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui motive le fait que tu utilises ton téléphone. Vraiment, on lui pose la question de manière bienveillante. Ok, donc si on pose la question, donc on cherche, on avait aussi pareil d'autres remarques, notamment Nathalie qui allait dans ce sens-là, de dire oui, on va rechercher la raison de son comportement pour pouvoir mieux y répondre et trouver ensemble des solutions. Et d'ailleurs, ça c'est un point où on se rejoint souvent entre pédagogie et finalement management.
j'ai l'impression, et tu me corriges si je me trompe, c'est de dire que quand une solution est trouvée conjointement, ensemble, que la personne la prononce d'elle-même, c'est beaucoup plus pérenne, beaucoup plus durable que finalement quand ça vient de nous, managers ou sachants. Oui, c'est ça, c'est le fait de co-construire, ça crée de l'engagement, c'est-à-dire que le fait de la responsabiliser, quelque part, il y a une forme de contrat moral entre nous qui se crée et qui va vraiment motiver la personne, donner de l'inertie pour qu'elle s'engage dans son changement de comportement. Donc là-dessus, on a une remarque aussi, je vois une remarque de Caroline sur le modèle économique qui ne permet pas toujours de prendre une deuxième personne. Quelquefois, même si on veut être un bon manager, on a des ressources, pas souvent quelquefois d'ailleurs, quasiment toujours limitées. Donc quand on est bloqué par la réalité économique notamment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on change cette attitude? Comment tu fais toi? Ouais. Alors effectivement, c'est souvent les moyens qui vont poser problème. On est tous face au même problème finalement. Ça peut être, si c'est pas une personne, en fait là on a pris l'exemple de mettre une autre personne à la place, mais peut-être que Émilie aurait pu me demander de, je sais pas, passer d'une réunion de 10 minutes à une réunion de 5 minutes. Peut-être qu'elle m'aurait demandé de passer en première et puis, ou passer en dernière et puis avoir le temps de répondre à ses mails différemment. Ou ça peut être, on peut imaginer plein de réponses. Et le fait est que ce qui va être important, c'est qu'elle propose parce qu'elle va donner une proposition dans sa réalité. Moi, je propose une personne, mais ça peut être complètement autre chose, son besoin peut être complètement ailleurs, en fait. Ouais. Et puis ça t'empêche pas, toi, en tant que manager aussi, de à chaque fois reformuler tes besoins en disant « Alors, je comprends ce que tu me dis, j'aimerais pouvoir mettre une deuxième personne en place, mais mon besoin, c'est que... ou ma réalité, c'est que j'ai pas le budget pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?» Ouais, et puis parfois, ça peut être juste le constat de « on peut rien faire ». Ça peut être juste ça. Et le fait de se le dire et que ça devienne quelque chose d'explicite, ça change complètement l'approche. C'est-à-dire, ok, j'entends ça. Malgré tout, ce que je te demande, ce qui va être plus important, c'est d'être présente pendant la réunion. Et puis, c'est vous, manager, qui priorisez en disant la réunion des 10 minutes est plus importante que de répondre à des clients pendant 10 minutes. Et vous l'avez dit, et ça décharge la responsabilité d'Émilie. Elle va moins sentir le poids sur ses épaules. On est sur un niveau commun de compréhension. Exactement. Alors, je fais un petit point. On a plusieurs questions sur les visios. Notamment les réunions en visio, on parlait de télétravail. Ces techniques, elles sont peut-être plus difficiles à mettre en œuvre. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors oui, c'est vrai que du coup, le Covid a pas mal rebattu les cartes sur ce sujet-là. Malgré tout, je pense que ça dépend aussi de l'énergie et encore une fois, de la posture du manager. C'est-à-dire qu'on peut insuffler quelque chose. La visio, vous n'y êtes pas 100% du temps, enfin, j'imagine. Oui. Et du coup, hors des visios, on peut instaurer une forme de relation, de proximité entre nous qui va faire qu'en visio, on va essayer de la reproduire. Même si c'est difficile, j'entends. Je sais que c'est complexe. Aujourd'hui, 60% de mon activité est à distance, donc je comprends complètement cette problématique. Et voilà, ça va beaucoup reposer sur votre énergie, sur votre posture, c'est comment vous insufflez les choses, en fait, dans ces moments-là. Et c'est là qu'on y reviendra tout à l'heure, mais qu'on arrive, je pense, à un des points les plus importants, pour toi, en tout cas, de ce que tu m'avais partagé, qui est de se connaître et de connaître les autres. C'est bien ça. Exactement. Ok. Alors du coup, pour finir sur ce chapitre de la posture managériale, on a parlé d'outils différents de communication. Finalement, quelles sont les 3 clés pour avoir une bonne posture managériale? À mon sens, la première, avant tout, et c'est ce que vous diront, si on vous demande quelle qualité vous aimeriez chez un manager, généralement 90% du temps, on vous répond l'empathie. La première clé, c'est l'empathie, c'est-à-dire être capable de se mettre à la place de la personne que vous avez en face, de comprendre ses besoins, de comprendre ses émotions et d'être à l'écoute, en fait, d'elle. Pour moi, la première, c'est vraiment ça, c'est l'empathie. La deuxième clé, ça va être l'assertivité. Okay. Donc, c'est cette manière, quand vous échangez avec quelqu'un, de finalement être dans une posture d'équilibre entre je respecte mes besoins et puis je respecte aussi les besoins de la personne que j'ai en face de moi. Donc, je ne m'impose pas à toi et je ne me laisse pas marcher sur les pieds non plus. Okay, donc, je suis dans cet équilibre-là. Donc, empathie, assertivité. Empathie, assertivité. Et puis, la troisième, ça va être la proximité, du coup, que ce soit envers soi, au travers d'une introspection, ou envers les personnes de son équipe. Finalement, là, il s'agit de trouver la bonne distance
entre, avec les membres Dans la relation, de ouais. la relation. Exactement. Donc, très bien. Et alors, bon, j'imagine que pour les gens qui nous écoutent, c'est aussi quelque chose de fréquent, mais comment est-ce que je fais? Sur l'assertivité, tu nous as donné un outil. Sur l'empathie, on a fait on a d'autres webinaires sur le sujet, mais il y a une question d'intelligence émotionnelle, Ouais. il y a tout un travail de développement personnel qui peut être fait. Complètement. D'ailleurs, peut-être que tu as des recommandations aussi là-dessus. Oui, effectivement, il y a quelques livres qu'on pourra vous fournir à la fin aussi, qui sont assez intéressants en termes de lecture pour rentrer dans cette posture de manager coach. D'accord. Et donc, n'hésitez pas à nous demander si ça vous intéresse d'avoir des titres. Pour trouver finalement la bonne distance, qui est aussi un des facteurs clés, là, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que tu peux recommander aux personnes qui nous écoutent pour travailler là-dessus, progresser? Pour moi, ça passe avant tout, la première chose, c'est apprendre à se connaître. C'est le travail de manager, vous allez accompagner les gens, et donc avant tout, il faut être aligné avec qui vous êtes. Donc c'est connaître vos valeurs, c'est connaître ce que vous avez envie d'incarner, c'est connaître les messages que vous avez envie de véhiculer, d'accord? Donc ça passe avant tout par bien vous connaître. Donc il y a d'abord cette proximité avec vous-même. Après vient la proximité avec les personnes de votre équipe, et donc du coup, c'est travailler à vraiment s'intéresser sincèrement à qui ils sont, à ce qui est important pour eux, à quelle est leur vision du monde, dont je parlais tout à l'heure. Donc, comprendre la leur, être au clair sur la vôtre, et puis les partager. D'accord. C'est vraiment ce partage qui va vous permettre de doser la proximité. D'accord. Et donc, tout ce travail-là, il se fait au travers de quoi? De lecture, de formation, Ouais, des formations, du coaching en développement personnel, de lecture, de podcasts, c'est vraiment les sujets qui vont vous amener à rentrer vraiment en connexion avec vous-même et vous apprendre à mieux vous connaître. Donc finalement, c'est du kilomètre, c'est de la pratique. C'est de l'expérience, ouais. Voilà. Donc soit via des mises en situation, soit simplement via l'expérience, qui est finalement quelque chose de très appréciable. C'est ça. On arrive doucement à la fin de ce webinaire, ou en tout cas, elle se rapproche. Donc, on va regarder. On a pas mal de suggestions. Évidemment, on vous donnera la bibliographie à la fin du webinaire. On a pas mal de remarques. Comme on est lié, je prends la remarque de Caroline, comme on est lié à la réalité du collaborateur, je pense qu'il faut effectivement évoquer la réalité du manager aussi. Complètement. C'est très vrai, c'est-à-dire que il est important de connaître les valeurs de ses managers, d'être au clair avec les vôtres, et il est aussi important que eux connaissent vos valeurs. Donc c'est vraiment, en fait, c'est une interdépendance, d'accord? On ne veut pas une culture de la dépendance, on ne veut pas non plus une culture de l'indépendance, on veut de l'interdépendance entre le manager et son équipe. C'est vraiment ça qu'on veut créer. Donc oui, effectivement, Caroline, c'est hyper important de partager ses visions et ses réalités. D'accord, c'est une certaine forme de transparence, est-ce qu'on peut utiliser ce mot? Ouais, c'est ça, c'est de la transparence pour que vous puissiez avoir de l'empathie vers vos managers, mais que vos managers puissent aussi en avoir vers vous. Okay, vous n'êtes pas obligé de porter le monde sur vos épaules. Hein. C'est vraiment de l'interdépendance. D'accord. Et donc, on a une autre remarque de Cathy que je trouve très pertinente. Ouais. Il nous arrive d'être pas seulement manager, mais aussi managé. Comment est-ce que, et je ne sais pas si tu as une réponse, on peut suggérer ces postures à nos N+1? Je dirais que au départ, ça passe par des discussions simples. Ça peut être juste « Ah j'ai assisté à un webinaire et du coup, j'ai découvert ça. Qu'est-ce que tu en penses? Ah j'ai lu un bouquin là-dessus. Tiens, je te le prête. » Voilà. Ou ça commence par des banalités, pour moi. C'est très difficile de manager son manager, mais je sais que parfois, on est amené à le faire et c'est là où ça se complexifie aussi. Et voilà, ça commence par plutôt que... Enfin, j'aime bien le mot suggérer, mais c'est vraiment aussi un partage, c'est-à-dire d'essayer d'incarner ce que vous voulez être, et pour ça, il faut en parler, il faut essayer juste de communiquer là-dessus. Alors, c'est difficile, peut-être que ça prendra pas, peut-être que ça prendra, mais l'idée, c'est de planter des graines et de voir ce qui peut germer, en fait, avec finalement son manager supérieur. Tu vois, j'aime beaucoup quand tu parles du terme d'incarner, parce que pour moi aussi, c'est finalement une constante entre le modèle traditionnel et puis le modèle traditionnel qui fonctionne, et puis les évolutions récentes, qui est de l'exemplarité. Comme de toute manière les changements viennent de l'intérieur,
même pour votre manager, même s'il est peut-être moins à l'aise que vous sur ces thématiques. J'ai l'impression, en tout cas dans mon quotidien professionnel, qu'avoir une bonne posture suscite les questions quand on voit les résultats, en fait. Exactement. Votre manager, quand il voit que pour vous ça marche, finalement, régulièrement, pas toujours, mais régulièrement, il se pose des questions. Ouais, l'exemplarité, ça inspire, hein. C'est-à-dire que souvent, on est attiré par des personnes parce que il y a quelque chose qu'elles véhiculent ou pourquoi on est aussi intéressé par les gens qui réussissent, c'est parce qu'on se dit ils appliquent des méthodes ou des modèles qui fonctionnent. Et donc, du coup, le fait d'incarner ça et de provoquer la réussite de votre équipe, ça provoquera des questions que vont se poser les autres. Oui, tout à fait. Alors, donc, on va prendre quelques autres questions encore. Comment connaître la vision du monde de nos collaborateurs? Ça, c'est une très bonne question. Comment est-ce que tu fais finalement pour créer cette proximité? Ça peut être des choses aussi simples que de poser des questions sincères pendant un café. C'est-à-dire, en fait, c'est aussi d'apprendre à lire entre les lignes. C'est-à-dire, si je te dis, voilà, Chimène, comment s'est passé ton week-end? Qu'est-ce que tu as fait de beau? Et tu me dis, oh là là, je suis parti en week-end en famille, on est parti au bord d'un lac, on était dans le calme, c'était génial, j'ai adoré ce moment. Ok, si je lis entre les lignes, ce que je comprends, c'est que pour toi, tu as une valeur de famille, tu as probablement une valeur de liberté, quelque part, qui s'exprime. Ouais. Et donc, du coup, je vais aussi pouvoir me dessiner petit à petit comme un tableau. Je vais pouvoir me dessiner ce qui devient important pour toi et adapter ma communication. Donc, voilà. D'accord. Super, merci. Et j'ai vu passer aussi une question sur des séances individuelles de coaching en développement personnel en visio. Ça, c'est quelque chose qui se fait à l'Institut. On a aussi des séances, tu as parlé de mieux se connaître soi, ou des ateliers de certification qui vous permettent, avec l'outil de performance talent, que tu pratiques aussi, d'apprendre à mieux se connaître. Peut-être que tu peux nous dire 2 mots là-dessus. Ouais, donc on a les formations qu'on fait passer et puis on a des journées de certification pour les personnes qui veulent se faire certifier. Et à l'intérieur est inclus un entretien d'1 heure, généralement, 45 minutes, 1 heure, sur du performance talent. C'est-à-dire que vous allez répondre à 86 questions. Enfin, il y a plusieurs formats, mais généralement, c'est celui qu'on propose. Sur vous-même, que vous allez proposer à d'autres personnes si vous le souhaitez aussi, de sorte à avoir un 360. Okay. Et puis, avec moi ou avec un autre formateur, on va étudier ce qui ressort de votre personnalité suite à vos réponses à ces questions, et puis vous posez des questions et vous coachez sur vos axes d'amélioration, les choses que vous pourriez faire pour améliorer votre posture de manager. Voilà. Donc sur votre personnalité et éventuellement aussi sur votre style managérial. Exactement. Si vous êtes dans le cadre d'un atelier sur le management. Donc j'espère qu'on a répondu à votre question. Une autre remarque de Damien, là, un peu plus technique, qui est sur comment manager un membre de l'équipe pour garder sa motivation durant des périodes difficiles. Par exemple, Damien cite une réduction des effectifs, même si moi, mes valeurs sont peut-être pas celles-là. Ouais, c'est ça qui est compliqué, hein. C'est que souvent, quand on a des messages à faire passer avec lesquels on n'est pas d'accord, ou avec lesquels on a des valeurs qui viennent se heurter, ça devient très compliqué. Ouais. Je dirais que l'idée, c'est de rester vous-même avant tout, c'est-à-dire d'expliquer les choses de manière très factuelle. Qu'est-ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce qui est en train de se passer, pour que la personne puisse comprendre, que le manager puisse comprendre les enjeux de ce qui se passe. Et puis, c'est de continuer à juste cette proximité, c'est-à-dire faire preuve d'empathie. Je comprends que ça puisse, que le cadre de... excuse-moi, j'ai perdu le mot. Le cadre de travail. Le fait qu'il y ait des départs économiques, etc. Ouais. Je peux comprendre que ce cadre, du coup, crée chez toi, je sais pas, de l'angoisse ou du stress ou de la peur. Ok. C'est vraiment travailler cette empathie, faire preuve d'écoute et de dire, mais on va continuer à travailler sur les valeurs de la personne, c'est-à-dire si elle a une valeur de famille, c'est de renforcer peut-être le sentiment d'appartenance avec elle, c'est de dire oui, je comprends que le climat est difficile à vivre, mais voilà, on reste une équipe soudée, moi je suis là pour toi, je sais que tu es là pour moi aussi, ça marche dans les deux sens. C'est vraiment pour moi, c'est de travailler sur le système de valeurs de la personne, c'est la clé d'énormément de choses. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on observe, je crois, c'est que les personnes sont aussi conscientes des enjeux économiques, d'autant plus si ça a été dit clairement. Et rien que le fait d'être écouté, d'avoir un espace de parole, va soulager une partie de la pression. La présence. La présence, c'est quelque chose qui
qui est à la base de tout. D'accord? C'est souvent les managers, ou même vous, manager, vous n'avez pas forcément un espace de parole. Et juste le fait d'être présent, de créer cette opportunité pour le manager de pouvoir s'exprimer, déjà, ça fait plus de la moitié du job. Quoi, tout n'est pas perdu. Alors, on a une question de Chloé aussi sur comment être légitime en tant que manager si on est plus jeune que ses collègues. Une très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je dirais que c'est plutôt une perception. C'est-à-dire, alors soit c'est quelque chose que vous renvoie vos managers, c'est-à-dire qu'ils vous disent oui, de toute façon, je ne vais pas me faire manager par une petite jeune, ok. Donc là, ça devient du recadrage, etc. Enfin, c'est un autre sujet. Mais je pense que votre légitimité, elle passe avant tout par celle que vous vous accordez. En fait, il ne faut pas confondre légitimité et âge, je dirais, âge et expérience. Vous pouvez être plus jeune et pour autant avoir beaucoup plus d'expérience sur un sujet. D'accord. Et le tout, c'est là, je dirais que c'est plus de l'accompagnement, développement personnel, donc c'est de travailler sur soi pour se dire, ok, qu'est-ce qui fait que les remarques des personnes plus âgées me font douter? D'accord. Et c'est de travailler là-dessus, de chercher à comprendre finalement ce qui se joue en vous là-dessus pour pouvoir progresser et que vous soyez capable de vous donner votre propre légitimité. D'accord. Bon alors, malheureusement, on arrive à la fin de ce webinaire. On va essayer de prendre encore quelques questions. Il nous reste 5 minutes. Ok. Est-ce que, avant qu'on finisse par les questions, est-ce que toi, si tu devais clôturer ce webinaire par un message, je vais faire qu'on ne retienne qu'un seul message, si on peut en retenir qu'un, lequel serait-il? Pour moi, ce qui va être important, c'est un message c'est une pièce à deux facettes. C'est la première qui est d'être parfaitement aligné entre sa tête, son cœur et son corps. C'est une espèce de congruence en tant que manager de dire je suis aligné entre ce que je pense au quotidien, ce que je ressens comme émotion et ce que je fais, la manière dont j'accompagne les gens. D'accord? Donc si tout ça est aligné, finalement, ça va être au service de votre légitimité, justement. Il y a cette première partie, cette première phase de la pièce, et la deuxième qui est le choix des mots. On l'a vu avec la CNV, on l'a vu avec la posture de manager coach. Okay, les mots ont un pouvoir incroyable, que ce soit ce qu'ils disent en eux-mêmes, explicitement, et aussi les implicites qu'ils envoient. D'accord. Donc la communication, ça devient quelque chose d'hyper crucial, finalement, dans sa posture de manager. Alors oui, il y a incarné par ce que vous faites, et il y a aussi incarné par ce que vous dites. Et là, on revient aux problématiques du kilomètre, j'imagine, de la pratique, de la mise en situation. Ok. Donc moi, je retiens d'abord un alignement cœur, corps et tête. Yes. Et puis ensuite, le choix des mots comme des éléments fondamentaux pour trouver votre posture managériale et en trouver une qui soit efficace pour vous. C'est bien ça? Exactement. Ok, super. Alors on va prendre, il nous reste quelques instants. Petite information avant qu'on prenne les dernières questions. On travaille à l'Institut François Bocquet en ce moment sur un livre blanc sur le management. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse de creuser, le livre blanc n'est pas encore sorti. En revanche, je pense que vous devez avoir un bandeau pour le recevoir en avant-première, qu'on vous le partage dès qu'il sera publié. Ça, c'est la première info. La deuxième info, si vous avez besoin d'un entretien particulier, c'est écrit aussi quelque part sur votre bandeau. Voilà. Voilà pour moi. On reprend quelques questions. Vas-y. Ok. Alors, quel conseil? On a une question de Yann. Quel conseil pour un nouveau manager d'une équipe déjà constituée de longue date, dont les membres s'entendent bien entre eux et étaient attachés à l'ancien manager qui est parti de l'entreprise? Donc là, finalement, l'équipe, ça roule, mais nous, on est tout nouveau. Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, il y a deux choses importantes. La première, c'est de ne pas essayer de jouer un rôle. C'est-à-dire, vous arrivez et c'est de surtout pas vous positionner comme « Ok, il va falloir que je domine l'équipe ou il va falloir que je crée ma place. » C'est plutôt essayer de se positionner horizontalement plutôt que de manière verticale. C'est-à-dire, je vais essayer d'être partenaire de l'équipe et puis simplement être dans l'échange avec eux. Et puis, c'est la relation avec eux. C'est ce qui va se développer, qui va finalement accorder du crédit à qui vous êtes. Donc ça, c'est la première chose. C'est là que ta posture de manager coach est finalement super utile. Voilà, par exemple. Et la deuxième chose, c'est surtout pas dénigrer l'ancien manager. Okay, c'est comme quand vous passez des entretiens d'embauche dans une autre société, vous n'allez pas dénigrer votre précédent employeur. Okay, pareil. Donc, je dirais, c'est d'être aligné avec qui vous êtes et de ne pas chercher à prouver des choses. D'accord. Ne cherchez pas à prouver qui vous êtes, mais plutôt, voilà. Tu reviens. Essayez d'attirer les gens
à vous, plutôt que de les tirer vers vous. Okay, c'est deux postures différentes. Ok. J'ai une remarque de Philippe sur le fait de montrer ses propres émotions. Quand on est manager, est-ce que c'est finalement une forme de faiblesse ou est-ce que c'est un moyen de créer la proximité dont on parlait tout à l'heure? J'adore cette question. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que si vous vous montrez infaillible, alors c'est très bien, hein, vos managers vont pouvoir comprendre qu'ils peuvent compter sur vous, etc. Hein, sauf que le jour où vous allez avoir un problème, vous n'allez pas savoir leur dire. Et du coup, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais je ne comprends pas, je crois que mon manager était l'être parfait qui ne faillit jamais. Et donc, du coup, il va y avoir quelque chose qui va se fracturer quelque part entre vous. Alors que s'autoriser à montrer sa vulnérabilité, c'est aussi ça, ce que je parlais tout à l'heure, cette interdépendance, c'est de dire, si votre équipe passe par des phases qui vont être compliquées pour elle, et vous allez être là, et c'est qu'ils comprennent que vous aussi, vous pouvez aussi passer par des phases compliquées, vous allez avoir besoin d'eux. Okay. C'est ça aussi la posture de manager, hein, c'est de savoir que vous pouvez compter sur votre équipe, et inversement. Les deux sont vrais, c'est pas unilatéral. Ok, merci. Donc on choisit de montrer une partie de ses émotions, peut-être qu'on choisit le timing aussi. Ouais. C'est l'exemplarité dont on parlait tout à l'heure. Hein. Si vous voulez que vos équipes soient capables de le faire, commencez par vous-même. D'accord. Bien poser ses bases pour soi avant de s'adresser à l'autre. Ok, très bien. On dépasse déjà le temps qui était imparti. Petite remarque, je vois un commentaire de Laure sur le tarif du rendez-vous téléphonique. Le rendez-vous téléphonique, c'est gratuit, c'est simplement pour vous aiguiller si vous avez des questions. Est-ce que je vois une autre remarque sur sur le livre blanc. Le livre blanc a vocation à donner plus d'éléments sur le management en général, mais il peut éventuellement, selon vos enjeux, vous aider à manager des profils spécifiques, par exemple les RH. On avait une question sur la bibliographie, je crois. Oui, on avait une question sur la bibliographie. Est-ce qu'on peut clôturer là-dessus? Alors, je sais qu'il y a eu énormément de remarques et je vous en remercie. Ouais, il y a 3 livres pour moi qui sont intéressants à mélanger. Le premier, sur la communication non violente. Donc, c'est un livre qui se titre Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, de Marshall Rosenberg, donc, qui explique très bien la CNV avec des cas disséqués, etc. C'est la Bible de la CNV, donc ça, c'est génial. Il y en a un autre, plus sur la posture de manager coach, qui se titre Le guide du coaching au service de la performance, de John Whitmore, je ne suis pas sûr de comment on le prononce. Et puis enfin, il y en a un troisième que j'adore, ça a été un de mes premiers bouquins de développement personnel sur votre posture de manager. C'est La force des discrets de Susan Cain, qui est un livre sur les introvertis et les extravertis, comment une équipe s'adapte à son manager et inversement. Vraiment un bouquin qui m'a beaucoup ému à l'époque quand je l'ai lu. Et ça a permis de mettre des mots en fait sur des choses que je ressentais et que j'arrivais pas à conscientiser en fait dans mon management. Donc, tu peux redonner le titre, La force des discrets. La force des discrets. De Susan Cain. Très bien. Écoutez, déjà, Vincent, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci pour l'invitation. Merci à tous pour votre participation, pour vos remarques pertinentes, vos questions enrichissantes. Et puis, on se retrouve bientôt, j'espère, pour un prochain webinaire. A priori, on devrait parler de personnalité difficile. Gros sujet. Bonne journée et à bientôt. Le webinaire sera en replay, donc vous pourrez le reconsulter plus tard. Bonne journée à tous, au revoir. Au revoir.